On va commencer. Bonjour à tous, merci de votre patience. On démarre un tout petit peu en retard et comme me l'a rappelé Philippe, le plus important c'est de finir à l'heure. Donc on va tâcher de tenir notre agenda. Alors, merci de votre présence et puis bienvenue donc à cette deuxième conférence du cycle immobilier et prospective qui est organisée par l'OID. Et je vois Gérard qui est devant moi, qui est le fraîchement élu président de l'OID, qui va vous dire quelques mots et vous présenter Jessina. Voilà, la course contre la montre est engagée. Alors bonjour à toutes et à tous. L'OID donc par l'intermédiaire du nouveau président et que je vous remercie d'être aussi nombreux pour donc cette deuxième conférence. L'OID compte aujourd'hui une trentaine d'adhérents et observe à peu près 15 millions de mètres carrés d'immobilier tertiaire. L'OID revendique toujours son indépendance, c'est très important, et elle s'engage plus que jamais pour la promotion du développement durable dans l'immobilier. Alors ces derniers mois, l'OID y a contribué. Le débat sur le développement durable s'est déplacé du thème de la consommation énergétique vers d'autres thèmes tels que l'usage, le confort, la territorialité, la mixité, la mobilité, la mutabilité, ouvrant ainsi les portes à une approche un peu plus qualitative et un petit peu moins quantitative. Une approche plus sociétale, plus sociale, plus économique. Le bâtiment responsable est en train de prendre le pas sur le bâtiment durable. Et cette mutation, l'OID souhaite l'accompagner en donnant la parole à des experts reconnus dans leur domaine respectif. Nous avons commencé l'an passé avec Jean Viard, qui était un sociologue et qui était venu nous parler de l'impact des nouveaux modes de travail sur l'immobilier. Elle se continuera le 25 septembre avec Philippe Moati qui nous parlera et qui abordera le problème des nouveaux modes de consommation. Et aujourd'hui, donc, Nicolas Bouzou, économiste, lui nous donnera sa vision et nous éclairera sur l'importance de l'investissement immobilier sur la croissance. Je voudrais donc remercier nos deux partenaires d'aujourd'hui. La SPIM, merci Arnaud qui est intervenir, Philippe Pelletier pour le bâtiment durable, merci Philippe, merci Anise. Et puis surtout remercier Jessina qui nous accueille dans ce magnifique lieu confortable. Alors, Philippe Depoux, directeur général, aurait aimé être là pour nous souhaiter la bienvenue. Il n'est pas là, mais il a souhaité enregistrer un petit film pour nous souhaiter la bienvenue. Et vous allez voir que les raisons de son absence aujourd'hui sont finalement pas très éloignées des sujets que nous allons sûrement aborder avec Nicolas Bouzou. Merci. Merci de nous accueillir au nom de Jessina à cette conférence de l'OID sur un thème qui nous est très cher, à savoir la mutation de l'immobilier tertiaire et ses conséquences sur l'innovation et sur la croissance économique. Alors, je voudrais d'abord m'excuser de mon absence puisque j'ai emmené en cette belle journée l'ensemble de mon comité exécutif en séminaire pour 2 jours pour réfléchir ensemble à l'immeuble de bureau de demain. En effet, Jessina revendique sa place de leader du bureau urbain. Et cette place de leader du bureau urbain, nous souhaitons bien entendu la garder. Et pour la garder, nous devons absolument réfléchir à ce que sera l'immobilier de bureau de demain. Nous avons une conviction que l'immobilier de bureau a un futur, mais ce futur ne s'inscrit pas probablement dans l'immeuble tel qu'on le conçoit aujourd'hui ou dans la façon dont on le concevait hier. Cet immeuble de bureau de demain, il est la conséquence de mutations sociétales. Il convient d'avoir des immeubles qui porteront des notions de mutabilité, des notions de flexibilité, des notions de tiers-lieux, des notions de confort, des notions de mixité. Ces notions, on les appréhende tous, elles doivent être creusées et elles sont vraiment génératrices d'innovation, tant sur le plan de la construction que sur le plan de l'utilisation de l'immeuble tertiaire. Et également de son maillage et de son apport à la ville et de son interconnectivité. La réflexion autour de la mutation immobilière tertiaire
qui amène à l'innovation. Nous l'avons en fait abordé par un angle qui tourne autour de la RSE, la mise en place d'une politique RSE et la centralisation d'une politique RSE chez Gecina n'est pas d'hier, c'est aujourd'hui un axe stratégique majeur. La RSE chez nous n'est pas seulement un comportement citoyen, la RSE c'est l'innovation dans l'entreprise et dans l'approche que nous pouvons avoir sur la conception, la construction et l'exploitation de nos immeubles. Cette activité c'est également des réflexions, des parties prenantes, un Gecina Lab, donc la prise de parole d'un certain nombre d'intervenants, que sont nos locataires, que sont des urbanistes, des sociologues, des architectes, des acteurs de la ville, pour déterminer ensemble, entre contraintes économiques et perspectives, ce que nous pouvons réaliser sur les immeubles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence et j'aurai le plaisir, j'espère, de vous retrouver les uns les autres sur ces thèmes qui sont tout à fait passionnants. Philippe, tout ça ne me rajeunit pas, mon Dieu. Bon, c'est une très bonne idée, effectivement, ce pourquoi Philippe a réuni ses équipes. Et comme l'a très bien souligné Gérard, finalement, voilà, c'est notre question du jour, c'est que la mutation de l'immobilier tertiaire serait-elle, j'utilise la condition, le conditionnel, serait-elle source d'innovation et de croissance économique? Alors, c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui et qui a fait l'objet donc d'une étude à l'initiative de l'ASPIM. L'ASPIM, c'est l'Association française des sociétés de placement immobilier, et qui a été réalisée par notre intervenant du jour, Nicolas Bouzou. Et donc, pour parler évidemment de cette étude, du contexte de cette étude, le mieux placé, c'est Arnaud de Wachter, qui en est le délégué général, et qui va donc nous faire un petit topo serré sur la genèse de cette étude. Arnaud. Merci Eric et bonjour à tous. Je dois pouvoir vous présenter quelques slides en un temps record. J'ai bien compris que je devais faire vite pour avancer. Comment je me prends? Bon. Si, ça y est. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Bien, quelques mots de présentation, peut-être très rapidement, mais Eric est le principal sur l'ASPIM, donc qui est l'association fêtière des fonds d'investissement immobilier, en ce compris principalement les SCPI, qui est le produit traditionnel, merci monsieur, traditionnel, des OPCI, dont nous sommes à l'origine de la création il y a presque 10 ans maintenant, en 2005, avec le succès que nous rencontrons actuellement, autant pour les produits professionnels que pour les produits réservés aux personnes physiques. Et plus récemment, avec l'introduction en droit français de la directive AIFM, maintenant on est quasiment dans la grande famille des FIA, fonds d'investissement alternatifs, avec donc les FIA par nature, ceux que je viens de citer, et également les FIA par objet, tous ceux qui de près ou de loin ressemblent à un fonds immobilier avec des investisseurs et petits investissements, en ce compris désormais les SCI, les SAS, les fonds végétaux également. Voilà, ça y est, je m'en sors avec la zapette. Très bien, vous savez l'essentiel. Alors, rapidement, nos adhérents, je suis désolé, ça passe pas, voilà. Nos adhérents, voici la photo de famille avec quelques-uns avec nos 60 adhérents et leur logo, parmi lesquels vous reconnaissez donc les structures, les filiales de grandes banques notamment et d'assurances, que sont BNP, Amundi, Groupama qui nous a rejoint récemment, ainsi que des structures type de bancaires ou de gestion d'actifs venus de l'étranger, je pense à HSBC ou Aviva qui là aussi nous rejoint tout juste. Également, je le signale, des foncières, ICAD et foncières des régions,
que vous avez dans le panorama, en attendant peut-être d'autres, je l'espère, notamment, éventuellement, sait-on jamais, celle qui nous accueille ce matin. Voilà, ça c'était mon petit écran de publicité. Je passe rapidement, voilà, sur, au fond, ce que nous faisons, ce que nous sommes, et la raison pour laquelle, comme le disait Eric à l'instant, nous sommes parvenus à la conclusion que le fait de confier un travail de cette nature à Nicolas, qui va vous le présenter ce matin, avait de l'intérêt. Notre métier, vous l'aurez compris, c'est le lobbying en direction des pouvoirs publics pour améliorer encore et toujours, ou pour limiter les mauvaises idées que certains pourraient avoir sur l'industrie quant à l'industrie des fonds immobiliers. On a besoin de s'organiser avec défendre nos intérêts. Les taxis le font d'une certaine manière aujourd'hui, nous devons le faire également, et si nous ne le faisons pas, de toute façon d'autres pourront s'en occuper, la nature ayant horreur du vide, et en général, quand les autres le font à votre place, ça se passe moins bien. Mais notre travail ne peut pas se limiter au lobbying, c'est impossible, pour une raison assez simple, c'est qu'il se trouve que dans ce pays, l'immobilier, et en particulier le secteur de l'investissement immobilier, ne jouit pas spontanément d'une cote d'amour naturelle auprès des pouvoirs publics et de tous ceux qui, de près de loin, prennent des décisions qui nous concernent. C'est comme ça. Je pense que mes collègues lobbyistes qui s'impliquent dans l'agriculture durable, dans la protection de l'enfance ou la sauvegarde de la paix dans le monde ont moins ce problème-là, mais nous avons besoin de dire en quoi l'immobilier est utile à la société française, à l'économie française et plus généralement à la population. On a ce travail de justification encore et toujours à réaliser. Et ça passe également donc par la lutte contre les idées reçues que véhicule, quoi qu'on en dise, ce secteur. J'essaie de passer à la slide suivante. Voilà. Alors, voici les idées fausses qu'on entend encore et toujours, de moins en moins, parce qu'on se bagarre tous les jours pour diminuer ces a priori, mais voilà ce qu'on entend encore et toujours sur l'immobilier. Je précise, ce qu'on entend là, c'est pas forcément le kidam qui se promène dans la rue, c'est la sphère politique entendue au sens large. Les élus, les gens des cabinets ministériels, dans leurs propos, dans les papiers qui véhiculent, dans les rapports parlementaires, dans les analyses des lois de finances, voilà ce qu'on entend encore et toujours, ce qu'on lit encore et toujours. Je n'y reviens pas sur ces idées fausses, vous les avez sous les yeux. J'imagine que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous ne les partagez pas, donc je n'ai pas besoin de vous convaincre du contraire. Au surplus, on s'est battu contre ces idées fausses en publiant ce petit fascicule. Il y a quelques exemplaires qui sont à votre disposition, c'était déchargeable également sur notre site. Et nous diffusons ce document autant que possible, ainsi que d'autres que nous pouvons produire, comme celui-ci. Slide suivante. Voilà. Alors, si, c'est à peu près lisible pour vous quand même. Voilà ce que nous disons. Et encore, ce slide est peut-être trop précis, il y a un peu trop de verbiage, il faut le limiter, il faut se limiter à un schéma basique en quelque sorte. Voilà ce qu'on peut présenter comme activité économique au centre d'un écosystème économique avec une demande qui est en fait constituée par les besoins immobiliers de nos agents économiques, que ce soit les ménages, ça s'appelle le logement, je n'y reviens pas, mais également des entreprises qui ont besoin d'une solution immobilière durablement adaptée à leurs besoins. Pour cela, nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons une offre à proposer avec une gestion qui est professionnelle et une gestion qui est déléguée, ce qui, dans le monde de l'épargne collective des ménages, est de mieux en mieux entendu. Et puis, aujourd'hui, il y a évidemment des objectifs de long terme qui sont ceux des investisseurs, qui sont source de financement, puisque pour faire tourner ce système économique, il faut un financement. C'est des choses absolument basiques que je vous dis là, mais c'est la manière dont je présente notre secteur. Et je précise que j'ai déjà utilisé ce schéma dans les visites de cabinets ministériels. Ça fait un peu basique, c'est un peu bizarre, mais au moins ça permet de recadrer les choses rapidement et encore une fois de lutter contre les idées fausses et reçues que je mentionnais auparavant. Vous imaginez bien cependant que ce n'est pas suffisant et que nous avons besoin de produire. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls de produire de la documentation, nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls en la matière. Je note les efforts en la matière de la FSIF pour les foncières cotées, qui là aussi sort régulièrement
un magazine et une production destinée à, là aussi, exposer encore et toujours les vertus de ce secteur immobilier. Dernier point, avant de passer la parole rapidement à Nicolas, puisque c'est principalement pour lui, je pense que vous êtes venu ce matin, évidemment. Et en réaction à ce que vient de dire Philippe Depoux dans son intervention. Deuxième petite encart publicitaire que je me permets aujourd'hui devant vous. La SPIM, vous l'avez vu sur notre logo, fête cette année ses 40 ans. Nous marquons cet événement au cours d'une soirée qui aura lieu le mardi 13 octobre prochain. Nous avons prévu grand, si vous souhaitez être invité, n'hésitez pas, faites-le nous savoir et vous serez bien entendu conviés. Et au cours de cette soirée du mardi 13 octobre, nous remettrons les prix d'un concours étudiant que nous organisons à cette occasion et dont l'intitulé est « La France de 2035 et son immobilier ». La France dans 20 ans et son immobilier. Nous avons eu un retour tout à fait satisfaisant, au plan quantitatif et qualitatif. On a 18 équipes d'étudiants qui se sont inscrits, de 10 établissements supérieurs, ça représente à peu près une soixantaine d'étudiants. Et dans les sujets qui ont été choisis par les étudiants, avec donc les 3 prix, les 3 lauréats qui seront connus le 13 octobre, et le jury que nous sommes en train de constituer, on a la France de demain qui se dessine, et en filigrane en quelque sorte, et Nicolas va vous en parler plus précisément que je ne le fais maintenant, les grandes mutations socio-économiques, urbanistiques, qui se dessinent pour notre pays dans les 20 prochaines années. Et c'est absolument passionnant de voir que Philippe Depoux et son comité exécutif ont parfaitement raison, évidemment, d'aborder le sujet dès à présent. Ils devront aussi peut-être lire les retours que nous recevrons des étudiants qui concerneront, j'ai la liste sous les yeux, la silver economy, la métropole dite abordable dans 20 ans, le nomadisme du travail, on ne concevra plus son lieu de travail tout à fait comme nous le faisons aujourd'hui, le viager, l'e-commerce, l'impact des nouvelles technologies sur les bureaux de demain, etc. etc. C'est absolument passionnant, c'est l'avenir qui se dessine dès à présent, et ça Nicolas va nous en dire beaucoup plus dès maintenant. Merci à vous. Merci. Bon, alors nous y voilà. Nous y voilà. Alors, Nicolas Gouzou, je vais vous faire le pitch. Je suis d'autant plus content que j'ai énormément de respect pour l'être moi-même à ceux qui ont été à l'université, qui défendent les formations universitaires. Merci Nicolas. Alors Nicolas, il est économiste, il est fondateur de la société Asterès, et il est également directeur d'études donc, au sein du MBA Law and Management de l'Université de Paris de Assas. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages d'économie et de finance, et son dernier livre, un peu provocateur, « Pourquoi la lucidité habite à l'étranger ?» point d'interrogation, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès. J'aime bien la provoque. Alors, Nicolas, maintenant, c'est à vous. Si on veut avoir un raisonnement sain sur l'immobilier tertiaire, il faut essayer de bien comprendre de quelle mutation on parle. Parce que bien évidemment, on parle beaucoup d'innovation, qui est un terme que je ne supporte plus, bien évidemment, que je n'emploie plus. Puisqu'à force de l'employer, on l'a complètement dévalorisé. Là encore, je sortais du parking Vinci de la place Vendôme, je vois le parking Vinci innove. Je dis chouette, je vais recevoir un SMS qui va enfin m'indiquer le numéro de la place sur laquelle je suis garé. La ligne d'en dessous est en diffusant de la musique. Aïe. Pourtant, c'est vraiment une entreprise tout à fait intéressante, mais on dévalorise beaucoup ce mot. Donc le mot d'innovation, je le trouve de plus en plus insupportable. Vous savez, il y a beaucoup de mots comme ça dans le débat public. Il y en a 2 autres que j'ai dans le collimateur, c'est économie du partage et économie collaborative. Parce que alors là, franchement, être bisounours à ce point, pourquoi pas l'économie bleu ciel, rose bonbon, etc. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître la 4e grande mutation de l'humanité. Si je prends le monde moderne, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, au fond, vous avez déjà eu par le passé 3 grandes mutations qui, bien évidemment, ont changé fondamentalement le marché de l'immobilier tertiaire. Et aujourd'hui, nous sommes au début de la 4e mutation.
Première grande mutation, ça a été ce qu'on a appelé le siècle de Périclès, à peu près 2500 ans, l'invention du grand commerce, qui a évidemment eu des effets en chaîne sur toute la société, avec des phénomènes comme ceux que l'on connaît aujourd'hui porte-maillot, qui sont toujours récurrents dans les phases de mutation économique. Alors ça n'a pas toujours été les taxis, mais vous voyez, il y a 2500 ans, Sparte et Athènes ont décidé de se faire la guerre, puisqu'il y avait une partie de la Grèce qui voulait entrer dans le monde moderne, et l'autre partie qui ne voulait pas entrer dans le monde moderne. Donc quand on est dans ces périodes de mutation, on a toujours beaucoup de changements, et ces changements génèrent des tensions. Donc il ne faut pas s'étonner des tensions qu'on connaît aujourd'hui, elles sont complètement normales, elles sont absolument classiques. Il faut bien évidemment être du bon côté, c'est sûr, mais ce sont des choses qui sont absolument récurrentes. Donc ça, c'était la première grande mutation de l'humanité. La deuxième grande mutation de l'humanité, ça a été ce qu'on a appelé la Renaissance, vague d'innovation absolument colossale, alors qui a commencé dès le Moyen-Âge, bien évidemment, parce que toutes ces choses-là ne se font pas en quelques années. Aujourd'hui, elles peuvent se faire en quelques années, mais autrefois, elles ne se faisaient pas en quelques années. Troisième grande phase de mutation de l'humanité, ça a été bien évidemment la première révolution industrielle, pour ceux d'entre vous qui ont eu des enfants qui ont passé le bac ces derniers jours, fin du XVIIIe siècle, l'invention de la machine à vapeur, substitution de la vapeur et du charbon au bois. Bon, ce sont des choses que tout le monde connaît et qui ont bien évidemment transformé l'économie et la société. Et c'est très important d'avoir en tête que l'économie n'est pas le seul champ de la société qui change. Tout le reste change aussi. Alors, vous m'avez demandé d'évoquer éventuellement des économistes comme Schumpeter ou Jeremy Rifkin. Je vais quand même en évoquer un autre qu'on ne lit pas beaucoup à l'OID et chez Gessina, qui s'appelle Karl Marx, et qui pourtant est très intéressant, et aussi intéressant que Schumpeter, et beaucoup plus intéressant que Jeremy Rifkin, même si ce que l'on a retenu de lui n'est peut-être pas la partie la plus féconde de son œuvre. Ce qui est très intéressant chez Marx, c'est qu'il nous explique ce qu'il appelle la conception matérialiste de l'histoire, qui vient de Hegel, mais qu'il applique, je dirais, de façon relativement rigoureuse et un peu prospective à l'économie et à la société. Marx nous dit, au fond, je schématise, évidemment, pardonnez-moi, mais Marx nous dit que dans la société, vous avez deux immenses ensembles, ce qu'il appelle les infrastructures de la société, c'est-à-dire l'innovation, la façon dont fonctionne l'économie, ce qu'il appelle les rapports de production. À chaque grand cycle d'innovation correspondent des rapports de production, j'en parlerai tout à l'heure, parce que ça a un impact déterminant sur l'immobilier tertiaire aujourd'hui. Et donc, dans un livre, là encore, qu'on ne lit pas assez à l'OID chez Gessina, qui s'appelle Le Manifeste du Parti communiste, Marx explique très bien que le moulin à vent a fait le servage, le moulin à vapeur, machine à vapeur fait le salariat, et le cycle économique actuel que je vais décrire dans un instant fait le travail indépendant, fait l'auto-entrepreneur, fait l'entreprise indépendante, qui est quelque chose que l'on retrouve dans tous les pays. C'est un peu ce qu'on appelle l'ubérisation aujourd'hui, mais qui n'est pas lié du tout à Uber. Uber n'est rien d'autre qu'une conséquence, en réalité, qu'un avatar de ce nouveau cycle économique. Et donc Marx dit, vous avez l'infrastructure de la société, c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qui va déterminer les superstructures de la société. Superstructures de la société, ce sont tous les domaines que vous voyez aujourd'hui et qui sont en train de changer. Le droit, la politique, l'éducation, la santé, la philosophie, les arts, l'amour. L'ami Luc Ferry a écrit un merveilleux livre il y a quelques années qui s'appelle La Révolution de l'amour, qui montre comment, justement, d'ailleurs c'est un peu à cause de vous, c'est vous qui avez fait l'intermédiaire, c'est pour ça que je cite cet exemple, qui permet de bien comprendre le rôle de l'immobilier tertiaire. La première révolution industrielle, donc la troisième grande mutation de l'histoire de l'humanité, a changé les relations amoureuses, radicalement. Puisque avant la première révolution industrielle, on travaille de façon artisanale, essentiellement dans des boutiques, quand on n'est pas agriculteur, on travaille dans des boutiques, dans son village, c'est-à-dire près de ses parents et près de l'église. Dans ce cas-là, comment est-ce que l'on choisit un conjoint? Essentiellement en fonction des intérêts financiers, ce qui n'est pas idiot, parce que ça dure. Après la première révolution industrielle, vous avez la machine à vapeur, on fait des économies d'échelle, et donc on doit mettre beaucoup de gens sous un même toit, et c'est là où vous intervenez, pas exactement vous, mais en tout cas vos prédécesseurs, pour construire des usines. Mais où est-ce que vous avez construit des usines? Évidemment, vous n'avez pas fait plein d'usines dans des petits villages. Vous avez fait des grandes usines près de centres, dans des endroits où il était facile
de faire de la logistique. Donc jusqu'aux années 1835-1840, près de ports, puis après 1840, grande loi sur le chemin de fer en France, 1836, on fait ça plutôt dans les villes, là où il y a des gares. Donc on fait de grandes usines dans les villes. Et donc, les gens travaillent, les hommes, les femmes travaillent à 50, 100, 200 km de leur village d'origine. Et comment est-ce qu'ils choisissent leur conjoint? Sur le physique. Et c'est là où évidemment vous avez une révolution majeure dans les superstructures, puisque le problème du physique, contrairement aux intérêts financiers, c'est que ça change plus vite. Et donc vous choisissez quelqu'un sur son physique, 10 ans après il a changé de physique, et donc vous divorcez, c'est complètement normal. Et donc vous voyez, alors ça c'est ce qu'on appelle la conception matérialiste de l'histoire, qui est quelque chose qui est à mon avis est très juste. Et donc vous voyez la façon dont l'économie des infrastructures change l'ensemble de la société. Et l'immobilier tertiaire, en quelque sorte, fait le lien. Ça fait partie des éléments qui font le lien et qui permettent à la société de se transformer ou qui l'empêchent de se transformer, ce qui est l'intermédiaire sans doute que l'on retrouve le plus souvent, qui ralentissent les transformations. Aujourd'hui, ce nouvel âge de l'humanité, il est symbolisé par l'acronyme NBIC. NBIC, nano, bio, info, cognito, nano pour les nanotechnologies, mais pour tout ce qui est du domaine du vivant, biologie qu'on retrouve, dont on retrouve des applications dans la santé par exemple, ou dans l'agriculture, il y a encore des incidences, j'y viendrai dans un instant, très importantes pour vous. Le I, bien évidemment, de l'information, la digitalisation, alors qui sous-tend, pour être tout à fait honnête, les 3 autres lettres, c'est quand même le facteur le plus important, qui progresse évidemment à un rythme très rapide, celui de la loi de Moore, doublement de la puissance des microprocesseurs tous les 18 mois. Vous connaissez l'histoire de la loi de Moore, l'histoire du jeu d'échecs, un grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la deuxième case, 4 grains de riz sur la troisième case, 8 grains de riz sur la quatrième case, 16 grains de riz sur la cinquième case, 64e case, 10 siècles de production mondiale de riz. Loi de Moore, loi du doublement. Pour ceux qui vous disent que l'informatique c'est un truc de vieux et qu'il n'y a pas beaucoup de gains de productivité, vous êtes des économistes, ils vous disent je ne fais plus de gains de productivité. Ils n'ont même pas un compte Twitter, c'est sûr qu'ils ne vont pas s'intéresser à la biologie moléculaire. Ils ne sont pas dans la modernité, donc ils ne voient pas, si vous voulez. Mais si, les gains de productivité, ils sont latents. Le problème, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à se matérialiser, comme toujours dans l'histoire économique. Vous n'avez pas l'invention de la voiture et des gens le lendemain qui ont une voiture et qui savent l'utiliser. Ça prend un tout petit peu de temps. On parlait de la télévision tout à l'heure. La télévision, c'est l'innovation dans toute l'histoire de l'humanité qui s'est diffusée plus vite. 10 ans. 1950, taux d'équipement en France, 5%. 1960, taux d'équipement en France, 95%. Donc c'est très rapide, mais ça a quand même mis 10 ans. Et puis le C de NBIC, qui est lié à l'intelligence artificielle, vous retrouvez par exemple dans les voitures sans chauffeur, dans les drones, etc. Qui sont là encore des innovations absolument radicales, qui changent complètement la question de la mobilité. Vous avez aujourd'hui évidemment un débat entre les taxis et les VTC. Ils ont tort de perdre leur temps à débattre, puisqu'ils vont disparaître tous les deux. Puisque bien évidemment, si Google investit dans Uber, c'est pour sortir les chauffeurs. Et s'ils veulent aller chercher des rentes, qui prennent avec eux les moniteurs d'auto-école qui n'ont rien vu venir mais qui sont les plus menacés, en réalité, dans cette affaire. Parce que ces cycles d'innovation, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont assez mal vécus au départ, ce sont des cycles de destruction créatrice. Vous connaissez tous Schumpeter, plus grand économiste du XXe siècle, qui nous dit quelque chose qui est d'une profondeur abyssale, y compris pour vous. Peut-être même surtout pour vous. Vous allez voir, les implications sont extraordinaires, mais là vraiment extraordinaires pour le secteur de l'immobilier tertiaire. Et si vous mettez Schumpeter plus Marx, vous avez des conséquences extraordinaires au carré. D'accord ? Il faut bien comprendre qu'on est dans ce type de période aujourd'hui. Schumpeter nous dit, l'innovation, c'est pas simplement des choses qui viennent en plus. La voiture sans chauffeur, elle ne vient pas en plus de la voiture traditionnelle. Elle remplace la voiture traditionnelle. Le drone, il ne vient pas en plus de la chaîne logistique traditionnelle. Il remplace la chaîne logistique traditionnelle. La biologie moléculaire, elle ne vient pas en plus. Elle vient remplacer toutes les prothèses artificielles. Le plus gros problème pour Carmat, c'est pas le fait qu'il y ait des décès. Tout le monde peut comprendre ça. On met ces cœurs artificiels à des gens qui sont dans une situation en matière de santé qui est compliquée. Ils peuvent décéder. Le problème de Carmat, c'est la cellule souche. C'est le fait qu'on risque très rapidement de substituer au cœur artificiel un cœur qui est non artificiel et pour lequel vous n'aurez aucun risque de rejet puisqu'il sera fabriqué
à partir de vos propres cellules souches. Donc, phénomène de destruction créatrice, ça veut dire que toute l'économie est en train de muter, puisque ces révolutions